Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis un Suisse qui est du côté germanique, donc j'habite à Zurich. Et récemment, j'ai reçu une petite statuette dorée. Bonjour Martin Panchaud. Bonjour. Cette petite statuette dorée, c'est le Fauve d'Or du dernier festival d'Angoulême pour ton album La couleur des choses, titre conceptuel. On va avoir l'occasion évidemment d'en parler. On parlera aussi de ton parcours puisque c'est ton premier roman graphique publié, cette bande dessinée. Donc c'est encore plus précieux d'avoir reçu cette petite statuette dorée, comme tu dis. Oui, tout à fait. C'était inattendu. Alors l'histoire, d'abord, je vais essayer de la résumer. En tout cas, le début de l'histoire, c'est celle de Simon, un jeune Anglais. Il a 14 ans, il est un peu rond, pas très bien dans sa peau, moqué par ses camarades. Il va voir une diseuse de bonne aventure et elle lui donne les bons numéros du Quintet Plus, de la course de chevaux du coin. Il y va, il les joue et il gagne. Sauf que comme il a 14 ans, pour pouvoir retirer cette somme d'argent, il a besoin d'être accompagné d'un adulte, d'un majeur. Et c'est là que les ennuis vont commencer, puisque son papa et sa maman, sans trop en dire, ne sont pas en état, on va dire, de l'accompagner. Ses copains, eux, ne rêvent que d'une chose, c'est qu'ils récupèrent cet argent. Mais évidemment, ça va être plus compliqué que prévu. On va parler de la forme dans un petit moment, mais d'abord, le fond, l'histoire. Comment t'es venue cette envie de faire ce polar sociétal, avec un trait d'humour, là aussi on en reparlera. Comment tu as eu cette idée ? D'abord, c'était une fois que j'avais trouvé ce langage visuel qui est assez particulier, j'avais envie de réaliser ou de voir en fait un véritable roman, un livre complet avec ce langage visuel. Et donc je me suis dit, il faut que je démarre l'écriture d'un roman, quoi. Et il s'avère qu'au même moment, en fait, j'étais envoyé à Londres pour apprendre l'anglais, 3 mois. Et en fait, j'ai profité de ce temps qui est un peu peut-être ma première résidence artistique, enfin j'ai transformé comme ça, parce que loin de ma famille, loin de mes amis, j'écrivais un peu tous les jours, et en fait je racontais ce qu'il y avait un peu autour de moi. Donc c'était cette banlieue anglaise, ce parc où des jeunes se réunissaient, et à partir de là, voilà, j'ai commencé à écrire cette histoire. Et en fait, ce que je me suis dit, c'était que je voulais offrir à un ado ce qu'il veut le plus, et très souvent c'est beaucoup d'argent, mais à la fois de lui retirer tout ce qu'il a, c'est-à-dire sa famille, son socle. Et c'est comme ça que j'ai imaginé cette mécanique de comment rendre très riche quelqu'un tout en prenant tout ce qu'il peut avoir. Et ça, c'était le début de l'histoire. Et après, en fait, voilà, je me suis rendu compte que c'était 50 pages, c'était bien, et que ça méritait encore mieux. Et puis, c'était aussi le début de l'aventure, quoi. Ça, c'était il y a une dizaine d'années ? C'était exactement 2011, je pars en Angleterre. Ouais. À quel moment, parce que je n'ai pas encore précisé, mais c'est un album où il n'y a pas de personnage au sens physique, c'est-à-dire qu'on n'a pas des petits bonhommes avec des bras, des jambes, une tête, comme on a dans 99% des bandes dessinées, puisque toi, tes personnages sont représentés par des points, littéralement, des points de couleur. Alors ça déroute les quelques premières pages, et puis après, une fois qu'on a compris qui était qui, quel point et quelle couleur correspondait à qui, on est complètement embarqué dans l'histoire. Cette forme graphique-là, d'où elle vient ? Alors en fait, à la sortie de mes études de graphisme, avec un ami, on avait en fait une volonté de faire une sorte de laboratoire qui était un collectif sous la forme d'un livre de recherche de nouvelles voies à la bande dessinée. On trouvait qu'il y avait beaucoup un genre qui s'était installé, qui s'inspirait beaucoup de lui-même, et on s'est dit mais en fait il y a tellement de choses à faire, de chemins inexplorés que voilà. Et c'est là où en fait à travers ce collectif on a réuni des graphistes, des plasticiens, des photographes qui sont pas dans le milieu de la bande dessinée pour travailler sur ce projet. Et moi en fait je me suis dit bah tiens, je sors d'une formation de graphiste qui est une formation à la Suisse, j'ai envie de dire qui est assez à l'épure, à l'essentiel, au minimalisme, et je me suis dit bah, comment raconter une histoire avec le minimum d'éléments, aller à l'épure, aller à l'essentiel, et c'est comme ça qu'est venu ce langage. Est-ce que tu as vite pris conscience des limites de ce langage ? Parce que forcément, un point, tu ne le fais pas pleurer, tu ne le fais pas quand il se bat, comment tu vas le représenter ? Même quand il se déplace, comment représenter un personnage qui se déplace juste à partir d'un point ? Est-ce que très vite, toutes ces limites-là sont venues et comment tu les as surmontées ? Toutes ces limites-là sont venues et il y avait aussi des solutions visuelles à trouver. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus excité dans ce projet, c'était de se dire, j'ai pas toutes les solutions, j'ai pas toutes les réponses, mais en fait j'ai pris
ce style visuel comme un langage, comme un texte finalement, comme cette codification qu'on a où une lettre est un dessin mis en séquence. Ça fait un mot mis en séquence, ça fait une phrase, etc. Et jusqu'à avoir un livre. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve le vocabulaire visuel, que je l'enseigne aussi au lecteur, et le lecteur aussi a une bonne formation de déchiffrage, que ce soit de texte ou d'image, pour pallier à toutes ces solutions. Et après, c'est beaucoup d'aller-retour, d'essais, de voir ce qui fonctionne bien, ce qui va avec la philosophie du procédé aussi, parce qu'il y a des choses où on peut vite commencer à s'éloigner et se dire, bah non, enfin, finalement, c'est pas là où je veux aller. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit, mais j'enviais mes collègues qui peuvent aller voir ce qu'a fait le voisin ou les grands maîtres, en disant, mais comment lui, il a résolu ce problème. Et moi, j'avais pas accès à cette documentation, finalement. Nous, en tant que lecteurs, on est en vue du dessus, en plongée. C'est-à-dire que comme dans les vieux jeux vidéo, où voilà, on est vraiment au-dessus des personnages avec des décors qui sont dupliqués à certains moments et c'est les personnages qui évoluent. Évidemment, c'est du dessin numérique, on le comprend assez vite. Mais comment tu dessines numériquement ça? Est-ce qu'il y a un logiciel particulier? Est-ce qu'il y a une manière de faire? Alors, en fait, j'utilise Illustrator pour faire tous les dessins. Donc, c'est ce qu'on utilise pour faire... alors, il y a des illustrateurs qui l'utilisent pour faire des dessins qui ressemblent à des illustrations, mais c'est tout ce qui est typographie ou plan d'architecte. Enfin, c'est des courbes de Bézier qu'on appelle, c'est des courbes mathématiques. Et là, je fais tous mes dessins, mes décors. Puis après, en fait, je fais une sorte de composition sur un logiciel qui s'appelle InDesign, qui est normalement utilisé pour faire de la PAO, ce qu'on appelle la mise en page de livres. Et c'est à partir de là où je mets mes textes, je cadre mes images, je crée mes cases et je compose ma narration. Ce qui est intéressant avec ce procédé, c'est qu'une fois que les éléments sont installés, je peux les modifier, les déplacer en fait à l'infini, ce qui est quelque part avantageux, mais ce qui est aussi quelque part extrêmement chronophage, parce qu'on se dit toujours... En tout cas, dans la philosophie du graphisme, il y a toujours la forme idéale, la forme parfaite, et il faut juste la trouver, la bonne dimension et tout ça. Et donc, on est à la recherche de déplacer les points à gauche, à droite, voir si la lecture est vraiment fluide, et ça peut prendre... c'est jamais fini, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que il y a eu quelques critiques au moment du Fauve d'Or en disant mais est-ce que c'est vraiment de la bande dessinée? Oui. Parce qu'après tout, c'est des décors qu'on calque, qu'on multiplie. Et presque, si je vais encore plus loin, le côté, c'est facile, quoi. Une fois que j'ai mes points, et t'insistes beaucoup sur le côté de dire, je vous assure que c'est pas si facile que ça. Oui, complètement. En fait, moi-même, je me suis dit, mais c'est génial, je vais aller vite, ça va être simple, j'ai pas à faire ni des expressions ni des visages, donc c'est facile. Et en fait, on est très vite... Enfin, en tout cas, moi, c'était une de mes premières craintes, c'était d'être confus, d'être pas lisible, que ça soit fastidieux, que ça soit... les dessins sont pas très avenants comme ça, c'est pas très séduisant comme trait. Souvent, les réactions, c'est assez surpris. Et donc, il me fallait être extrêmement clair dans tout ce que je devais raconter. Et non, en fait, ça prend un temps monstrueux. Alors, je pense qu'avec le temps, j'ai réussi à repérer les pièges et puis les choses trappes. Mais ça reste beaucoup de temps. Et puis, en fait, c'est ça qui est particulier dans la bande dessinée. Peut-être le cinéma a moins ça, ou la littérature, c'est qu'il y a des cloisonnements qui sont très fermes, où le manga, c'est vraiment quelque chose qui est fermé, qui est le franco-belge, la nouvelle bande dessinée, le roman graphique, et qu'en fait, c'est très peu perméable. Alors, c'est assez rigolo de créer un nouvel espace qui est un peu celui-ci. Alors moi, je me revendique complètement la bande dessinée, et se dire que c'est un terrain à explorer, quoi. C'était peut-être un... Et quelqu'un m'avait dit que cette bande dessinée n'aurait peut-être pas eu le même succès il y a 10 ans, parce qu'entre-temps, il y a eu quand même les smartphones qui ont amené ces codifications, ces applications, les notifs et tout ça, qui font qu'en fait, on est câblé pour interpréter les choses de manière synthétique, qu'en fait, voilà, on est un peu éduqué à lire ce genre de schéma. Les personnages, on les distingue par leurs couleurs, ces couleurs de ces points. Il y a les dialogues qui interviennent sur le côté, qui sont reliés par un petit trait. Et les personnages prennent pas du tout la forme. Simon, par exemple, je disais qu'il est un petit peu rond, mais il est pas, le point n'est pas pour autant plus gros. C'est-à-dire que ils font tous la même taille. Un enfant n'est pas plus petit qu'un adulte. Oui. L'échelle reste la même. Et pourtant, on s'identifie à eux. Et pourtant, au bout de quelques pages, on a compris qui était qui. Oui, c'est ça. C'est cette faculté de charger émotionnellement des formes, des couleurs. Alors, à un moment donné, j'étudiais la sémiologie, ce qu'on appelle, c'est l'étude des signes. Et il s'avère que plus on voit un symbole, plus on a de l'empathie pour lui, positif ou négatif. C'est pour ça que les marques, en fait, cherchent à se voir le plus possible
quand bien même c'est pas reluisant, mais en fait c'est simplement que notre esprit comme ça repère ces symboles et puis met des caractères dessus. Et d'ailleurs j'ai des témoignages de gens qui sont aussi étonnés de ce phénomène, se dire mais en fait comment on peut être aussi triste pour une pastille de couleur quoi. Et en fait c'est ce pouvoir qu'a l'être humain de se projeter et de mettre en image, ce qui signifie imaginer en fait au sens strict du terme, tout ce qu'il ne peut pas voir dans le livre. Et c'est ce que je me suis dit, c'était comme un code informatique, comme un langage informatique où la carte graphique serait l'esprit humain et que c'est finalement dans l'esprit du lecteur que se situe la finalité du livre. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit, c'est que tu es un grand dyslexique, depuis que tu es petit évidemment, enfin depuis toujours ou presque. En quoi ça a joué selon toi, dans la naissance de cette forme graphique-là? La grande question, c'est pourquoi je fais des livres, alors que vraiment, c'est vraiment pas le terrain où je suis le plus à l'aise. Alors en fait, après coup, en fait, c'est une fois que le livre est sorti, une fois qu'on me pose la question, que j'ai pu faire le chemin en arrière et de se dire, mais en fait, comment j'en suis arrivé là, en fait. Et je pense que, étant enfant, j'ai cherché à lire correctement et c'était impossible, mais vraiment impossible. Je mettais un quart d'heure pour lire une phrase. C'était très très gênant et encore aujourd'hui, l'autre jour j'ai fait une séance et on m'a demandé de lire des questions et j'étais devenu tétanisé, enfin j'ai eu un truc qui est remonté de tout ça, donc j'ai vraiment un rapport au texte qui est spécial et je pense que ça fait tellement longtemps que j'essaie de comprendre ce texte, de le décrypter, que je suis tellement baigné dedans qu'à un moment donné j'ai dû résoudre ça à quelque part et le langage de la bande dessinée m'a permis en fait d'aller au devant d'un langage visuel narratif. Parce que les images, une bande dessinée muette, je peux la lire complètement. J'ai accès à ça. Et c'est aussi ça qui a créé en fait cet amour total, peut-être parfois extrême. Hein. Des fois, je me dis, je suis plus engagé dans la bande dessinée et sa radicalité que des auteurs qui voulaient être auteurs depuis l'âge de 5 ans et qui ont baigné dedans. Et moi, du fait que j'étais converti à quelque part, j'ai été radicalisé. Et puis vraiment, j'étudie ce phénomène qui fait qu'on peut interpréter des symboles et leur donner du sens et arriver à là. Du coup, pour toi, finalement, la bande dessinée la moins intéressante, c'est la bande dessinée classique, littéraire Non, parce qu'en fait, elle existe aujourd'hui, je lis des Astérix à mes enfants. Et non, il faut lui reconnaître toutes ses qualités aussi. Maintenant, je trouve qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça qui est assez fantastique, c'est qu'on retrouve quand même une pluralité de genres, de styles, de langages, qui est assez réjouissant, en fait, dans ce paysage-là. Et je pense que c'est une richesse. Mais la bande dessinée classique, la franco-belge, les bandes dessinées de mon père, j'ai envie de dire, avec les Black et Mortimer et compagnie, ont vraiment une valeur. Et puis, c'est pas quelque chose que je dénigre ou que je renie. T'as pas fait du tout d'études de bande dessinée? Alors, ce qui s'est passé, si on regarde la genèse, en fait, ça s'est joué, mon avenir sur la bande dessinée s'est joué à 4 centièmes de notes. C'est-à-dire qu'on est jugé sur 6 en Suisse, et il faut avoir 4 pour rentrer, enfin pour avoir la moyenne et donc réussir. Et moi, j'ai voulu rentrer dans une école de multimédia à Genève, et donc il faut un dossier artistique et avoir réussi une préparatoire, ce qu'on appelle, et vu que j'étais un grand dyslexique, j'avais des bonnes notes artistiques, mais des très très mauvaises, genre histoire de l'art. Et donc, j'ai eu 3,96 à cette moyenne générale, donc je n'ai pas fini ma préparatoire, donc je n'ai pas... Même si j'ai réussi le passage pour rentrer en multimédia à Genève, je n'ai pas eu les notes, donc ils m'ont dit, bah non. Et en fait, la seule école qui était d'accord de m'accepter, c'est une école privée, qui faisait du multimédia et de la bande dessinée. Et vu que c'était la seule école de Suisse, tout le monde était là pour la bande dessinée. Et c'est là où on m'a présenté en fait ce médium que je connaissais finalement très très peu. Et je me suis complètement, en une demi-année, je me suis converti. J'ai dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait, c'est pas le multimédia. Et même si j'étais très très à l'aise dans le multimédia, j'étais vraiment tout ce qui était ordinateur informatique, je suis très très à l'aise. Et voilà, en fait, c'est vraiment, ça s'est joué à très très peu finalement. À la sortie d'école, tu fondes une asso avec un de tes potes, Michael Terraz, qui s'appelle l'Octopode, cette association. Tout à fait. Et là, vous avez l'ambition de révolutionner la bande dessinée. C'est ambitieux en sortie d'école. Oui, alors c'était pas révolutionner, c'était trouver des nouveaux chemins. C'est vraiment des recherches de territoire et donc on s'est dit on va ramener en fait des différentes personnes dans ce milieu. Et on avait un thème qui était le jardin, du noir et du vert, et de faire de la bande dessinée. C'est rigolo de voir des photographes, par exemple, de travailler en séquence, ou des performeurs, des plasticiens qui font des installations. On leur dit, ben voilà, comment...
Puis vraiment, il y a eu des choses très intéressantes dans ce livre qui nous a demandé une énergie folle. Et vu qu'on était juste des auteurs, nous on avait le livre dans les mains, on s'est dit le travail est terminé. Et ce qui est terrible, c'est que voilà, on l'a pas vendu du tout. Enfin, on n'avait plus l'énergie pour faire le travail de l'éditeur finalement. Mais on est très fiers de ce projet et encore aujourd'hui, bah voilà, ce livre, c'est la première fois que j'utilise ce langage visuel. C'est ça, c'est déjà des points, les personnages sont déjà des points, on retrouve vraiment 80% de ce qui va faire ensuite la couleur des choses, quoi. Exactement, exactement. Alors c'est ça qui est intéressant, c'était de se dire, ok, dans la couleur des choses, bah là j'ai du noir et vert, là je veux vraiment de la couleur et tout ça. À quel niveau le niveau de détail en fait des décors, jusqu'à quel point j'y vais, et j'ai fait ce travail d'aller-retour. Par exemple, dans une première version, il y avait la météo, il y avait le matin, le soir, ce qui demande un travail supplémentaire, mais surtout ce qui n'était pas nécessaire. En fait, tout ça était optionnel, à part si narrativement j'ai besoin qu'il pleuve et tout ça, bah, je l'exprime à quelque part. Mais finalement, on peut être neutre à plein de niveaux, et ça c'était aussi un long travail d'essai-erreur. Le travail suivant, c'est le projet Swan, oui, où tu réinterprètes Star Wars A New Hope sur une fresque de 123 mètres de long. Oui. Qu'est-ce qui t'a pris? Alors en fait, c'est aussi un peu par hasard, par curiosité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, j'ai trouvé un éditeur germanique, qui est Édition Moderne à Zurich, qui m'a dit, on va le faire, ton livre, on va pas en vendre, mais on va le faire, mais reviens quand tu as fini. Et donc, j'avais pas cette pression, de cette dette de sortie, de ce contrat signé. Et en plus, je travaillais dans le même locaux que lui, donc je pouvais vraiment échanger. Enfin, c'était vraiment très, très positif comme environnement. Et donc, à un moment donné, vient le moment d'adapter la petite séquence de Star Wars qui est dans le livre, où Simon regarde la télévision, enfin, regarde ce film. Et là, je me suis plongé dans ce monde-là, et puis je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas faire une adaptation en fresque. Et en fait, c'est venu très naturel, en fait, des petits codes, notamment l'idée de l'hyperespace, comme ça, en scroll, ça marche super bien. Et donc, je me suis lancé là-dedans un peu. Alors, c'est ça la force, c'est que si on a le contrat de base en disant, tu vas y passer 1 année et demie, ça va te prendre, ça va faire 180, et ça va pas en finir, je serais sans doute pas allé. Mais innocent, je suis lancé là-dedans, et avec l'aide d'un forum de fans de Star Wars, j'ai pu comme ça déployer ce projet. Et puis après, c'est cet effet de j'ai commencé, il faut que je continue. Surtout que sur le forum, il faut s'imaginer que c'est 5 pélos qui te disent vas-y boss, on a envie de voir la suite. C'est pas comme s'il y avait une foule en délire qui m'attendait. Mais en fait, ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était plusieurs aspects. Déjà, c'est un mythe contemporain. Star Wars, c'est vraiment le nouveau mythe. C'est ce travail d'adaptation que d'autres ont fait. C'est le fait que ce soit très populaire, et donc je pouvais mettre ce style visuel à travers des yeux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de langage. Et je savais que dans 10 ans, ce travail existerait encore et serait encore vu et serait encore valable. Donc je me suis dit, bon, ça vaut la peine d'être fait. Ça cochait pas mal de cases qui m'a motivé à finir tout ça, en fait. Ça interroge aussi ton rapport au cinéma, et une question qu'on se pose tous. Est-ce qu'il y a une adaptation prévue de la couleur des choses au cinéma, en animé, je sais pas? Alors, les droits ont été vendus pour l'adaptation cinéma. C'est en route. Alors, les droits ont été vendus avant la sortie francophone. Et je suis très content de ça parce que c'est très long à négocier des contrats de cinéma. Et suite au Fauve d'Or, j'ai eu une dizaine d'appels d'agents ou de boîtes de production qui étaient vraiment intéressés par les droits. Donc, ce qui peut encourager, parce qu'un film, en fait, on a eu un stade où c'est très flottant. Au bout d'un moment, ça se cristallise et ça va vite. Mais là, tout est possible, en fait. Ça peut se faire, ça peut pas se faire, on sait pas. Et sinon, il y a aussi une boîte de jeux vidéo qui m'a contacté pour faire une adaptation. Alors, on va pas faire une adaptation, mais on est en train de collaborer et tout ça, ce qui est assez. Donc là encore, on est au début. Et ouais, tout ça, c'est très, très intéressant parce que finalement, je me rends compte que, étant donné que je fais ce pas en arrière, de cacher les visages, les corps, le lecteur doit faire ce pas en plus, et à quelque part, il doit mettre un peu plus de lui-même dans ce récit, ce qui fait qu'en fait, j'ai l'impression que ce récit est un peu plus proche de lui. Et pour les cinéastes ou d'autres, en fait, ils peuvent vraiment s'emparer de cet objet et de se dire, mais en fait, c'est mon truc, je vois tout à fait les personnages, les machins, on peut faire quelque chose avec ça. Et je sens vraiment voilà, qu'il y a à quelque part une facilité de se projeter dans une adaptation de ce récit, quoi.
Tes influences, évidemment, quand on lit l'album, on pense à Chris Ware, on pense peut-être à McGuire. C'est des influences que tu revendiques. Quand j'ai fait mes études de bande dessinée, c'était dans les années 2000, où arrivait en fait notamment Chris Ware, qui m'a beaucoup influencé, qui était très impressionnant. Nous qui étions habitués aux récits d'aventure, aux récits dessinés comme ça, il y avait l'association qui avait des grands booms, donc on était vraiment où le trait était très, très fort comme ça. Et là, on a un type super structuré, qui avec de la typographie fait à la dentelle. Et ça, c'était vraiment épatant de se dire, ok, ça peut être de la bande dessinée, ça peut être aussi ça. Et donc oui, bien sûr qu'il m'a influencé. Maintenant, en fait, moi, j'ai une appétence pour tout ce qui est un peu schématique. En fait, je peux m'intéresser avec de réel intérêt à, par exemple, un plan d'évacuation d'un bâtiment. Par exemple, j'étais à la maison de la radio et le bâtiment est rond, donc le plan d'évacuation, en fait, est assez spécial. En plus, je trouve que les plans d'évacuation nous racontent une histoire qui est assez terrible. C'est où sont les extincteurs, où sont les sorties de secours, il y a un drame, il se passe un truc. Et je trouve que rien que ça, en fait, ça a un sujet. Donc, je cherchais là, mais il y a aussi, c'est vrai que étant dyslexique, j'ai beaucoup plus... Enfin, il y a une époque où vraiment je regardais limite 2 films par jour, où je faisais vraiment j'adorais le cinéma au sens large du terme. Et il y a aussi beaucoup d'influence cinématographique, ce qui se ressent complètement dans le récit d'ailleurs, je pense. Et puis il y a aussi mine de rien, je pense, un aspect assez... Enfin, une approche un peu littéraire parce que j'écoute, alors je lis très peu, mais j'écoute beaucoup de livres et c'est ça qui est sympa, c'est que quand je dessine, je peux écouter un bouquin en même temps. Ce qui m'enjoint à dessiner en fait. C'est pour ça que je fais des Star Wars, parce que je me dis c'est pas mal de bouquins. Et donc il y a, je pense, un peu de tout ça. Je viens picorer un peu à gauche, à droite. Mais c'est clair que, et on me l'a déjà fait remarquer qu'en fait, c'est peut-être pas la bande dessinée le domaine dont je m'inspire le plus. Alors en ce moment, en plus, j'ai des piles de bandes dessinées qui s'empilent parce qu'on m'en offre à chaque tournée, en fait, ce qui fait que j'arrive pas à tous les lire. Et c'est très frustrant d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est assez pluriel, je pense. T'as l'idée du prochain? Il est avancé, prochain album? Donc j'ai un squelette, j'ai une idée, j'ai des envies, mais pour l'instant il est au frigo depuis 6 mois parce que j'ai pas le temps du tout de me mettre dedans. Et puis en 2 mots, en fait, alors je vais toujours utiliser ce langage. C'est vraiment ce langage, je pense que ça va être, je me sens vraiment bien dedans. Il y a des choses à faire encore et c'est ce qui m'intéresse. Je pense que quand j'aurai plus d'idées de transformer ou de découvrir de nouveaux territoires, je passerai à autre chose. Mais là j'ai encore envie de travailler dessus et je vais travailler sur le prochain livre au rapport au son, c'est-à-dire finalement le langage écrit est un langage qui peut être dit, donc qui peut générer des sons, et c'est un peu trouver sur un code qui peut générer des sons, mais pas de la musique, pas de la voix, vraiment comment créer une ambiance sonore avec des images, quoi. Bon, on a hâte de découvrir ça en tout cas. En attendant, on découvre ou on redécouvre La couleur des choses, publié aux éditions Ça et Là, signé Martin Panchaud. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que t'es prêt? Oui, je suis pas sûr d'être très bon. Hein. C'est pas grave. La première BD que tu as lue? On va dire Marsupilami. Assez génial. Je trouvais ça, les piranhas, le braconnier et les petits gamins, je trouve ça assez fantastique. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps? Les grottes de Lascaux. En fait, je viens de Genève, si je devais faire une petite digression. Et en fait, on nous explique que Topfer a inventé la bande dessinée, que c'était à une date précise. Avant, il n'y avait rien, il s'est levé un matin et après, il y a la bande dessinée. Sauf que je pense que depuis toujours, l'être humain se raconte en images. Avant, il n'y avait peut-être pas forcément de texte, mais en tout cas, les grottes de Lascaux devaient servir à raconter des histoires, à raconter la chasse, à apprendre. Et que depuis toujours, on utilise ces codes, que ce soit la tapisserie de Bayeux, que ce soit les incunis, et que finalement, la bande dessinée est une évolution de ce grand parcours. Donc la première, allez, hop. La plus belle couverture de bande dessinée? Oh là là. Je vais être super classique. Je vais dire du Chris Ware. J'ai pas son nom en tête. C'est une bande dessinée orange. Elle est très grande. Et il a réussi à mettre des cases sur la tranche d'un des dos, en fait. C'est ahurissant. Voilà. Et maintenant, la plus belle case de bande dessinée? Oh là là. Ah bah, je vais être très classique, ça va faire plaisir. Je vais dire dans l'incal, la case où il chute, dans ce trou. Voilà. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes mais t'as honte de l'avouer? Non, je crois pas. Moi, je suis assez friand des mangas. Enfin, pendant longtemps, je suis un enfant du Club Dorothée, hein, on va pas se mentir. J'ai été biberonné à ce genre de langage. Ça pourrait être considéré un peu comme honteux, je crois, mais honnêtement, on s'en fout, non? Ton personnage de BD préféré?
En fait, les tops, c'est difficile parce que ça fait toujours débat. Je vais dire Gus de Berserk. Parce qu'en fait, il a une évolution qui est très intéressante. D'où il vient, la construction de ce personnage est juste fabuleux en fait. Ton personnage de BD détesté? Gargamel. Ça, c'est juste pour ce qu'il est. Oui, complètement, oui. Tu dessines dans le calme ou en musique? Je dessine en écoutant des bouquins. C'est ce que je disais avant. En fait, j'ai découvert les livres audio assez tard, assez tard, genre quand j'avais 20 ans. Et depuis, en fait, je trouve que il y a des très très belles choses qui sont faites. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a autorisé à écrire. C'est-à-dire qu'en fait, vu que je maîtrisais ni l'orthographe, ni la grammaire, ni la graphie, je parlais correctement. Et donc, c'est à travers le son des mots que j'ai pu arriver. Et c'est peut-être pour ça que la couleur des choses, c'est que des dialogues. C'est surtout parce que en fait, je me suis autorisé à écrire des dialogues. Couleur ou noir et blanc? Couleur. Et pour finir, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Je m'adresse à la cité de la bande dessinée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne des choses? Alors, je ne l'ai pas encore lu. Je ne connais pas son nom. Il a fait un livre qui s'appelle Fleur de lait. Et j'ai vu quelques pages et je trouve ça fantastique. J'ai vraiment la construction des pages, les images qu'il offre, la densité. Je trouve ça. J'ai hâte de découvrir son travail, vraiment. Merci beaucoup, Martin Panchaud, d'avoir joué le jeu. Merci. Et donc, nous on conseille La couleur des choses, Fauve d'or, du dernier festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et c'est publié aux éditions Ça et Là. Merci. Merci. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.